Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Alinquetin, sur la côte d'Opale et je vais rencontrer Julien Dacosta qui va nous parler de son entreprise Flexing et aussi de la façon dont il a transformé son modèle économique vers un modèle économique de valeur et non de volume. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour Julien, merci de m'accueillir ici à Alinquetin, sur la côte d'Opale. Bonjour Angélique, c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir d'être avec toi ce matin. C'est un plaisir aussi partagé pour moi parce que tu fais partie des premières entreprises en France à avoir testé, expérimenté ce nouveau modèle économique qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et pour moi, voilà, c'était aussi un honneur de pouvoir t'interviewer et de montrer ton expérience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ? Et donc je suis Julien Dacosta, je suis co-gérant de l'imprimerie Flexing, qui est une imprimerie du coup qui a deux objectifs: réduire à zéro le gâchis de documents papier et puis essayer de produire les documents les plus utiles possibles. Je suis père de 2 enfants, je suis en PAX avec Élise et je suis très actif dans le monde associatif, que ce soit au CJD ou au Club Noé. Et effectivement, tu es un JD, un jeune dirigeant. Je suis un jeune dirigeant, exactement. Alors, on va commencer cette interview effectivement avec ton regard sur notre modèle de société, sur finalement ce modèle de production, consommation dans lequel on est. Quel est ton regard par rapport à ce modèle de société qu'on a aujourd'hui ? Je suis pas très tendre, hein. Tu me poses une question notamment sur le modèle productiviste, enfin celui qu'on va appeler productiviste ou modèle de consommation, qui est un modèle qui a fonctionné pendant un certain temps, mais qui est détestable à plein d'égards. C'est-à-dire que finalement, moi là où vraiment je me suis rendu compte que ça me mettait en rage, on va être clair, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui compte que ce qu'on peut compter, finalement. C'est-à-dire que on va compter l'argent essentiellement, et éventuellement ce qui est consommé ou produit. Et en fait, toute la partie plus immatérielle, la partie notamment humaine, mais pas que, la partie bien-être des gens, ça ne compte pas. Et en fait, ça marche pas, ça ne peut pas marcher. C'est un peu... à vivre, c'est insupportable. Et donc, moi, je pense profondément qu'il faut absolument changer ça. Et changer le système, changer le modèle. Oui, il faut le changer. Non, et je pense qu'on a les capacités de le faire, on a l'intelligence pour le faire. Il faut juste s'en rendre compte et accepter que ce modèle est inacceptable et qu'il y a nécessité d'en créer un autre. Alors justement, là tu as commencé à parler de limites. Quelles sont les limites que tu as rencontrées toi à ton niveau en tant que chef d'entreprise au sein de ton activité ? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, ton histoire avec l'imprimerie ? Et heurter ces limites, pas tant en tant que dirigeant pour le coup, mais j'étais responsable commercial, j'étais dans l'imprimerie familiale, donc c'était mon père le dirigeant. En fait, on avait une imprimerie très industrielle où on produisait notamment des étiquettes de boîtes de conserve en gros volume. Pour donner une idée, c'est une imprimerie qui tournait avec 25 personnes en 3 postes, donc du lundi au vendredi. Souvent, on prolongeait les équipes le week-end. On produisait l'équivalent de 90 000 à 4 par heure, pour donner une équivalence, ça donne à peu près ça. Plusieurs milliers de tonnes de papier par an, enfin voilà, la production brute. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est que l'imprimerie, c'est un métier où il y a besoin d'investir beaucoup, donc on achète beaucoup de machines, des machines qui valent très cher. Pour être précis, une machine d'imprimerie, c'est à peu près 2 millions d'euros. Et il faut à côté des machines de façonnage qui, elles, vont coûter entre 150 et 500 000 euros. Donc en fait, il y a une intensité capitalistique très forte dans le métier. Et on produit des documents papier qui ne valent pas grand-chose. Une feuille de papier sortie d'une presse, ça vaut quelques centimes.
Et donc on comprend bien qu'il faut que la presse tourne beaucoup, 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 beaucoup pour, pour atteindre la rentabilité, pour atteindre le seuil de rentabilité. Et ce que j'ai vécu, moi, c'est une sorte de course en avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le marché de l'imprimerie freinait un peu. On a vu apparaître des nouveaux concurrents, notamment des concurrents étrangers. On a vu apparaître des imprimeries sur Internet, les premières web-to-print, ce qu'on appelle maintenant. Et en fait, on a vu petit à petit se dégrader nos marges, soit par des marchés qui partaient à l'étranger, soit par des imprimeries un peu plus astucieuses que les autres à ce moment-là, qui étaient présentes du coup sur Internet. Donc les marges se dégradaient. Et qu'est-ce qui se passe quand les marges se dégradent? Dans les conditions dont je viens de parler, il faut produire un peu plus. Et pour produire un peu plus, il n'y a que deux solutions. Soit on met un peu plus la pression sur les équipes pour obtenir plus de rentabilité, soit on réinvestit pour avoir des machines qui vont plus vite. Il se trouve qu'on a fait les deux. Et donc on s'est retrouvé avec une intensité capitalistique encore plus forte, avec des dettes des dettes à rembourser encore plus fortes. Il n'y a pas 36 solutions, on a été obligé de mettre toutes les équipes sous pression. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, on chasse du coup le volume. On a des machines qui produisent plus. On chasse du coup plus de volume. Pour chasser plus de volume, ce qui se passe, c'est qu'on gratte un peu sur les marges. En grattant sur les marges, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin? De plus de volume. Et au final, tout ce mode de fonctionnement se répercute sur les gens qui travaillent. Alors d'abord sur nos salariés, ça a été eux les premiers à prendre un peu le choc avec, c'est pas compliqué, du chronométrage. Nous on comptait à longueur de journée. Qu'est-ce qu'on a produit aujourd'hui? Combien on a sorti comme chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça donne comme marge? Qu'est-ce qu'on a acheté comme papier? Qu'est-ce qu'on a gâché? Tous les indicateurs industriels de base, jusqu'à ce que ça ne tienne pas, qu'on ait un premier train de licenciement. Du coup, les gens qui étaient là se sont retrouvés à devoir travailler plus, parce qu'il faut toujours faire le même volume, mais à moins de personnes. Moi, je travaillais régulièrement dans les équipes du samedi, du dimanche. Je travaillais tôt le matin, je rentrais très tard le soir. J'ai vécu petit à petit plusieurs petits délitements qui ont fait que à la fin, en fait, on n'a plus du tout envie de travailler. C'est même une plaie. Voilà. Et donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc à la fin, quand mon père m'a dit, tiens, j'arrive à l'âge de la retraite, est-ce que tu veux reprendre? Le truc, non, évidemment non. Ça n'a pas de sens, il ne faut pas faire ça. Par contre, il y avait des choses auxquelles je tenais. J'aime beaucoup ce métier. Vraiment, le métier de l'imprimerie, c'est un métier qui est passionnant. Il y a beaucoup de techniques, il y a aussi beaucoup de discussions avec les clients. Il y a vraiment des choses très intéressantes. J'aimais beaucoup ce métier. Il y avait quand même, mon père était quand même prêt à nous transférer un patrimoine industriel extrêmement intéressant, qu'on n'a pas repris, mais quand même en partie, un petit peu. Et donc, ce côté-là de me dire, tiens, il y a quand même quelque chose à faire avec et à la fois le métier et le patrimoine, tu vois, l'héritage, quoi. On s'est dit, tiens, on pourrait peut-être essayer de réfléchir à faire le même métier, mais autrement. Une des premières questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que l'imprimerie a encore du sens? Quel est le chemin qui t'a amené finalement à ce nouveau modèle économique? Donc tu l'expliques là, tu commences à réfléchir autrement en fait à ton activité. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe au tout début, c'est que j'ai une forme d'intuition qui est de dire il y a possibilité d'innover dans ce métier et il y a certainement une façon de faire ce métier d'une manière plus intéressante, plus intelligente. Et je me suis au départ renseigné, j'ai lu beaucoup sur les stratégies, notamment sur les stratégies commerciales des différentes entreprises. Et j'ai lu un livre qui s'appelait Stratégie Océan Bleu. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais que je conseille à tout le monde, qui est vraiment très intéressant pour vraiment porter un regard sur sa position sur un marché. C'est vraiment un outil intéressant. J'ai beaucoup travaillé sur ce système-là. Et j'ai commencé à tirer des fils et à avoir des idées. J'en discute au CJD, au sein des commissions, et je rencontre un ancien JD qui me dit
écoute Julien, ce que tu es en train de faire, ça a l'air tout à fait compatible avec un groupe de travail dans lequel je viens de rentrer, qui s'appelle Économie de la fonctionnalité et de la coopération. Va jeter un œil, ce que j'ai fait. Et du coup, voilà, j'étais déjà sur une forme de trajectoire. Et j'ai rencontré du coup cette formation Économie de la fonctionnalité, qui ne s'appelait pas encore coopération à l'époque. Et puis j'ai commencé à travailler vraiment de plus près ce qui était la partie modèle économique. Et ce que je dis là, si tu me permets de préciser, c'est le cas pour tout le monde. Tous les dirigeants, d'une manière ou d'une autre, travaillent cette partie soit économique, soit stratégique, tout dépend dans quelle partie on veut le mettre. Mais c'est vraiment des choses qu'on fait tous. Simplement, questionner le modèle économique productiviste, on n'a pas l'habitude de le faire. Oui, bien sûr. Et donc en fait, on devrait le faire. Je considère que tous les dirigeants devraient le faire. Et moi j'ai eu la chance que ça se présente à moi. Tu permets que tu fasses une petite parenthèse sur pourquoi est-ce qu'on devrait questionner le modèle économique. Il y a une métaphore intéressante à prendre en compte pour dire qu'est-ce qui peut exister d'autre que du modèle productiviste et quelles en sont les limites fondamentales. On va prendre l'exemple d'un agriculteur qui vend des pommes de terre. Quand on regarde son métier à l'heure actuelle, on dit, voilà, lui produit des pommes de terre et moi je lui achète des pommes de terre. Le but du jeu, va être donc pour lui de produire des pommes de terre le moins cher possible et pour moi de les acheter le moins cher possible. Et donc on fait comme si tout son travail, mais la totalité de son travail, se résumait à cette pomme de terre. Si tu prends un étage un tout petit peu au-dessus, tu dis ouais mais en fait non, je veux pas qu'une pomme de terre, je veux une pomme de terre qui respecte, une façon de la cultiver qui respecte l'environnement. Je veux donc une pomme de terre bio. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, voilà, j'achète une pomme de terre bio, donc je l'achète un tout petit peu plus cher. Mais, en fait, j'achète toujours une pomme de terre et on fait comme si toute la valeur du métier de l'agriculteur était concentrée dans l'achat de la pomme de terre et qu'il n'y avait rien à regarder autour. Et en fait, si on remonte, et donc on se retrouve avec du bio, plus ou moins financé. En fait, les deux pommes de terre sont quand même les unes en concurrence de l'autre. Et on pourrait avoir tendance à dire, tiens, c'est pas grave, j'achète des pommes de terre à quelques centimes moins chères. En fait, si tu remontes encore d'un cran, on pourrait dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est que je voudrais que les agriculteurs, à côté de chez moi, cultivent de manière responsable, qui préservent la biodiversité, qu'ils ne dégradent pas les sols autour de chez moi et qu'ils puissent en vivre. Là, du coup, déjà, pour remettre ça dans une pomme de terre, ça va être un peu compliqué. Et donc on est obligé de re-questionner en disant, en fait, qu'est-ce que j'achète ? Est-ce que j'ai besoin d'une pomme de terre ? Ou est-ce que finalement j'ai besoin de bien manger à côté avec le travail de quelqu'un qui, lui, doit cultiver ? Si on tire ce fil, du coup, la pomme de terre, c'est plus exactement la chose qu'on achète. Ce qu'on achète, c'est le fait de pouvoir manger. Et ça peut pas, c'est absolument impossible de compter toute la valeur de ce travail-là dans la pomme de terre. Du coup, on peut trouver des solutions en disant, tiens, je m'engage à acheter la production de l'agriculteur qui est à côté de chez moi. Et du coup, lui a ses propres contraintes. Et il va me dire, ouais, mais moi, je peux pas te sortir des pommes de terre à longueur d'année. Peut-être que des fois, je vais devoir alterner les cultures et que de temps en temps, je vais devoir faire de la betterave ou je vais devoir faire d'autres choses. Je connais pas bien leur métier. Mais je vais plus lui demander d'acheter la fameuse pomme de terre, mais je vais essayer de voir avec lui comment je peux consommer ce qu'il produit, m'intéresser à son travail, et lui va essayer de s'intéresser à ma façon de manger. Et là-dessus, on va commencer à trouver des accords et potentiellement des coopérations. C'est un bon exemple de pourquoi le modèle productiviste ne marche pas, parce que dans le prix de la pomme de terre, on ne pourra jamais intégrer la totalité des contraintes et puis des enjeux qui sont autour de ce système. Quelles ont été les différentes étapes finalement de réflexion sur ton propre modèle pour pouvoir passer à cet autre modèle économique finalement Quelles ont été toutes les étapes de travail et de réflexion finalement que tu as engagées avec cet accompagnement du Club Noé?
La première, donc j'expliquais que j'avais déjà commencé une sorte de réflexion, mais on va dire le premier sujet auquel je me suis accroché avec le Club Noé, c'était la question de l'usage. On peut rentrer par plein de... Il y a plein de portes d'entrée pour entrer dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Moi, l'usage, ça a été un truc qui m'intéressait. Donc je suis allé voir mes clients en leur demandant ce qu'ils avaient fait réellement de ce que je leur avais vendu. C'est quand même dingue d'attendre, ça faisait déjà plus de 15 ans je crois, que j'étais dans l'imprimerie. Je crois que j'avais jamais posé la question à un client. Ouais. Peut-être par peur de la réponse. Mais, et donc voilà, j'ai fait le tour de mes principaux clients en leur demandant voilà, qu'est-ce que c'est devenu ce que j'ai produit. Et pas mal de gens m'ont dit je m'en suis servi un petit peu, il m'en reste beaucoup, j'ai jeté la moitié de la prod, j'en ai encore dans mes placards. Et donc du coup, voilà, moi j'ai commencé par là et je me suis dit, ok, j'ai un problème à résoudre, un problème intéressant à résoudre. Apparemment, mes clients, ça ne les satisfait pas de faire ça. Moi non plus d'ailleurs. Produire, si on remet en lumière ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met des gars sous pression, on investit des millions d'euros pour produire un document qui va direct dans les armoires. C'est déconnant, quoi. Et ça pose de problème à personne. Parce qu'on est dedans. En fait. Ouais. Finalement, en fait, on est... Et tous les imprimeurs me diront, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Et donc, moi, cette réponse-là ne me convenait pas, et je me suis dit, tiens, je vais creuser ça. Et je me suis mis en tête, c'est la plus belle connerie que j'ai faite, je me suis mis en tête de trouver une solution à ce problème-là. J'ai créé un stock virtuel qui était avec des crédits d'impression, en disant à mes clients, plutôt que de m'acheter de l'impression, je vais vous vendre des crédits d'impression, vous allez consommer au fur et à mesure vos crédits d'impression, et à la fin, ce que vous n'aurez pas consommé, on le partage. Dans la théorie, tu mets n'importe quel acheteur théorique en face de moi, acheteur ou financeur, ça tient super bien la route. Et donc j'ai commencé à vendre ça. Voilà, j'ai imaginé ça tout seul dans mon coin, sauf que au moment où j'ai créé l'imprimerie, les clients n'étaient pas tout à fait prêts. Et donc j'ai pas réussi à en vendre. Enfin, pas tant que ça. Et on a eu beaucoup de clients qui nous ont rejoints et qui ont acheté plus ou moins des crédits, qui avaient vraiment envie de se dire, tiens, il y a un imprimeur qui veut faire autrement, il veut éviter le gâchis, moi aussi. On a essayé de trouver des solutions, mais le modèle que j'avais trouvé, en fait, s'est avéré très compliqué à mettre en œuvre. Essentiellement parce que je l'avais inventé tout seul. Et donc, j'ai mis du temps à me rendre compte de ça, je dirais 1 an et demi. Alors, j'ai cru, pour le coup, s'il y a d'autres entrepreneurs qui m'écoutent, moi, j'ai cru que j'avais la bonne idée et qu'elle allait, via une interface web, se suffire à elle-même. Que mes clients, en se connectant sur l'ordinateur, en découvrant un peu notre façon de fonctionner, allaient adhérer. Et ça marche pas. Ça marche pas et je pense que ça marchera jamais. Et en fait, parce qu'en fait, si on considère que les clients viennent pour acheter des produits imprimés, ils ont des repères d'achat qui sont les leurs. Et notamment, le repère d'achat principal d'un document imprimé, c'est le rapport quantité-prix. Et en fait, ces repères-là n'existaient plus dans le système de Flexing, et il n'y en avait pas d'autres en face. Et je leur disais juste, on va moins gâcher. Et en fait, je les ai perdus. Et ils m'ont perdu aussi. Et je peux donner un exemple clair. J'avais des clients qui avaient extrêmement confiance. Ils me disaient, Julien, je dois acheter combien de crédits? Sachant que d'habitude, je dépense, j'achète tant de documents imprimés. Julien, je dois acheter combien de crédits? Moi, je ne savais même pas leur répondre. Alors, j'en ai vendu plein de fois 2000. Parce que 2000, ça me semblait être souvent mais c'était du pif. Ça me semblait être cohérent. Donc, on a réussi à démarrer des choses comme ça parce qu'il y avait une confiance forte. Mais les clients qui ne nous connaissaient pas, c'était extrêmement compliqué. Alors, qu'est-ce qui a marché au final? D'abord, d'accepter le fait qu'on n'avait pas de solution toute faite. Il y a Romain Domicile chez Atemis, un jour, quand je lui expliquais ce que je faisais, il me disait, mais à qui tu t'adresses? Je lui disais, à mes clients. Il me dit, décris-le-moi. Voilà, donc je lui décris, parce que je connais très bien mes clients, ou mes personas, s'il y en a qui font du marketing. En fait, il m'a dit, mais ce sont des gens fictifs, ils n'existent pas. Donc en fait, tes clients, enfin les clients auxquels tu t'adresses, c'est un client imaginaire. Et
dans le monde productiviste, dans l'économie de marché dans laquelle on est, on s'adresse toujours à des clients imaginaires. Et donc, il me dit, les offres sont faites pour des clients imaginaires. Et il me dit, viens, on regarde auprès de tes vrais clients. Je lui dis, c'est-à-dire? Il me dit, je te propose, on fait un point régulièrement de quelles sont ses contraintes, quel est le client, donc on le nomme, quelles sont ses contraintes, qu'est-ce qui l'intéresse chez toi. Et en fait, là, on a commencé, du coup, à faire un travail de fond, alors du coup, plus seul, avec les clients, en disant, est-ce que vous êtes d'accord pour réduire le gâchis de documents? Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer de produire les documents les plus utiles? Si vous êtes d'accord, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Et donc, on a fait pendant, je dirais que ça a duré 1 an et demi, on a fait ce travail d'enquête, ce travail d'enquête auprès des clients, où nous, on se posait la question, comment est-ce qu'on les emmène avec nous? Comment est-ce le fait qu'il y ait une perte de repères par rapport au modèle traditionnel, comment est-ce qu'on fait pour créer des nouveaux repères? Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'on fait pour remettre en question ce qu'ils pensent être leurs besoins? Si je reprends l'exemple de la pomme de terre, c'est moi je pense que j'ai besoin d'une pomme de terre. Comment est-ce qu'on les fait remonter en disant je suis pas sûr que c'est une pomme de terre, je me demande si tu n'as pas vraiment, finalement, si tu n'as pas seulement besoin de manger. Et que la pomme de terre, c'est une des solutions. Et en fait, on a passé beaucoup de temps avec les clients pour en fait les amener avec nous et petit à petit les former. En fait, ce qu'il faut, c'est accompagner. En fait, quand moi je change mon modèle d'imprimerie, sans le vouloir, je change le modèle d'achat. Enfin, je change le métier de la personne qui est en train d'acheter en face de moi. Puisqu'elle est formée pour acheter des quantités prix. Elle est même jugée là-dessus. Ouais. Donc quand moi je lui dis... Tu parles de l'acheteur en fait. L'acheteur, en fait... il est formé à faire des économies, donc à acheter en fonction sur un volume prix en fait. Et sur des repères qui sont déjà définis à l'avance. Ouais. Alors là, nous, ce qu'on a fait, c'est que petit à petit, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait besoin de créer des nouveaux repères avec les clients. Mais pas que pour les clients. Pour la personne qui vend, il y a aussi besoin de nouveaux repères. Pour le commercial, en fait, tous les métiers changent. Et donc, on s'est dit, on a, à partir d'expériences concrètes, réelles, on a dit, tiens, qu'est-ce qui est bougé, qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui peut les intéresser, et comment est-ce qu'on commence à un moment donné à créer des sortes d'invariants, ce qu'on pourrait appeler dans le modèle traditionnel une offre. Et en fait, ça a pris, je pense, 1 an et demi, avant de pouvoir trouver des repères de travail assez faciles à vendre pour en fait commencer, engager nos clients dans une démarche nouvelle d'achat de documents imprimés. D'ailleurs, je dis documents imprimés, mais c'est pas exactement ça qu'ils achètent. Maintenant, ce qu'on leur propose, c'est d'entrer dans une logique de projet d'impression dans lequel ils s'engagent à essayer de ne pas gâcher. Donc, ce qu'ils achètent chez nous maintenant, c'est le droit d'imprimer à coût unitaire fixe, sans engagement de quantité. Donc là, ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est que tu ne te repositionnes pas uniquement sur les impressions, mais finalement, ça va bien au-delà. C'est pas que de l'impression, c'est quelque part peut-être aussi aider le client sur une stratégie de communication. Oui et non. C'est-à-dire que à la base, moi, mon métier, c'est quand même imprimeur. Et donc, gérer une stratégie de communication, je ne sais pas le faire. Mais en fait, en discutant avec les clients de l'usage réel qu'ils avaient des documents, à un moment donné, on se rend compte que potentiellement, c'est pas de documents imprimés dont il a besoin. Ce qu'il a besoin, c'est peut-être autre chose. Et peut-être qu'il a besoin d'aller voir une agence de communication pour une stratégie de communication, mais peut-être que c'est autre chose. Peut-être qu'il a besoin d'avoir affaire à une agence marketing, ou peut-être qu'il a juste besoin de former ses commerciaux. En fait, finalement, je ne peux pas définir à l'avance ce dont mes clients ont besoin. Par contre, tout le travail que je fais avec lui, ça va être d'essayer de vérifier la pertinence de ce document imprimé. Souvent, il est pertinent, mais il n'est pas suffisant. Et donc, très vite, j'ai eu besoin, en fait, d'autres métiers complémentaires pour m'aider à répondre réellement aux demandes de mes clients. Et donc, on a mis en place des coopérations avec Céline de chez Banque Communication, avec qui on a répondu beaucoup, on répond encore beaucoup chez nos clients, et avec Thomas Bourguel de Cogité, qui lui s'occupe plus de la partie web et marketing. Et donc, effectivement, il y a vraiment besoin d'avoir non plus une offre toute prête
à donner au client, mais plutôt un écosystème de compétences qui soit prêt à agir avec le client pour travailler avec lui. Ah, finalement, tu parles quelque part un peu d'écosystème coopératif, finalement sur une chaîne de valeur reflétant un métier. Finalement, c'est pour avoir une pertinence, une véritable pertinence sur chacun des maillons d'acteurs qui va pouvoir apporter de la valeur au client. En fait, la valeur, elle n'est valable que si elle est coproduite finalement. Quand tu parles de chaîne de valeur, c'est intéressant. Enfin, la chaîne de valeur, c'est dans le modèle traditionnel. Je cherche le nom de l'économiste, mais ça me reviendra peut-être tout à l'heure. C'est celui qui est le plus près du client, qui capte le maximum de valeur. Et ensuite, il y a celui qui est juste derrière, donc son sous-traitant. Ensuite, le sous-traitant du sous-traitant, le sous-traitant du sous-traitant. Souvent, l'imprimerie se retrouve à la fin. Et en fait, on ne capte jamais la valeur qu'on produit réellement. Et dans ce système, dans cet écosystème coopératif, finalement, on va d'abord discuter de la valeur qui est créée avec le client. Alors déjà, ça, c'est pas défini à l'avance non plus. Ouais. Et puis, on va discuter de la meilleure façon de l'utiliser pour atteindre sur les objectifs des clients. C'est impossible de penser que parce qu'on a, je sais pas, parce qu'on produit quelque chose qui a beaucoup de valeur, en face, on doit pouvoir mettre beaucoup de budget. C'est pas toujours le cas. Simplement dire quelle valeur on a besoin de créer, comment on la crée et quels moyens on met pour la créer ensemble. Et le système de sous-traitance ne fonctionne pas du tout pour ce principe-là. Simplement, dans un système de sous-traitance, la personne qui est le plus près du client capte le maximum de valeur qu'elle pense pouvoir capter, selon elle, souvent c'est pas selon le client, et puis elle essaye d'en perdre le moins possible dans la chaîne de production derrière. Donc ce système de coopération réelle est extrêmement efficace avec les clients. En termes de... quand on discute avec des clients, quand on répond à des appels d'offres, qu'on dit voilà, nous on est 3 ou 4 entreprises, on va discuter ensemble pour essayer de vous apporter le meilleur service. Ça n'a rien à voir avec 4 entreprises qui répondent en silo et qui chacune essaye de tirer la couverture à elle-même. Le client s'en rend compte et elle s'engage beaucoup plus facilement. Est-ce que demain tu penses engager une discussion avec ton territoire ? Je ne sais pas si je peux faire ça tout seul. Tu vois, il y a le monde associatif dans lequel je suis un peu plus actif me semble être le bon endroit pour ça. Tu vois. Mais pour le coup, c'est intéressant. On parle de valeurs. Tu vois. Donc l'associatif, non seulement c'est bénévole, mais en plus je paye. Moi, tu vois, je suis cotisant, donc je paye pour participer à des associations. Pour moi, il y a tout un travail qui se fait déjà là et qui mériterait d'être reconnu. Mais je pense que pour le coup, ce serait plus simple. Il y a trop encore maintenant, il y a trop de conflits d'intérêts entre des régions et des entreprises, des régions, des territoires, des administrations et des entreprises directes. Pour entrer en discussion, c'est vraiment intéressant que ça se passe dans un cadre un peu plus neutre, dans lequel on essaye de trouver des éléments de coopération. Et la partie associative me semble être un bon moyen de gérer ça. Ce serait vraiment intéressant de les rémunérer aussi pour ça. Je vais revenir quand même sur le travail qu'on a fait avec les clients, en fait sur comment est-ce qu'on les fait changer de façon de produire, enfin d'acheter, pardon. Il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs métiers qui changent. On a parlé tout à l'heure du métier de l'acheteur qui change. En fait, le métier de commercial change aussi. Dans un modèle traditionnel, le commercial, quand le bon de commande est signé, il a terminé son travail. Ça, c'est magique. Il a défini le besoin du client, il l'a fait rentrer dans des cases, il le transmet à l'atelier, il le transmet au client, il a terminé, il passe à autre chose. Bien, tout à l'heure, quand je disais qu'on faisait entrer nos clients dans des projets d'impression, en fait, quand le client a signé, le travail du commercial commence. Celui de voir si ce qu'on a produit a réellement produit les effets qui avaient été attendus au départ, enfin qu'on attendait au départ, si le budget est toujours d'actualité, s'il y a besoin de compétences complémentaires à côté. Donc en fait, le métier du commercial change aussi. Je vais préciser quand même une chose que depuis tout à l'heure, on a l'impression que je le faisais tout seul, ça. Évidemment, j'y travaillais tous les jours, mais j'étais jamais tout seul. J'avais toujours
le Club Noé qui était à côté de moi, qui proposait notamment dans des espaces d'échange d'aller regarder ces modifications dans le travail de commercial. Donc j'étais dans un groupe qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs le groupe commerciaux du Club Noé. J'avais Romain Domici chez Atemis qui a passé beaucoup de temps avec moi pour m'aider à prendre du recul et à prendre conscience de ce qu'on était en train de faire. Puis j'avais mes clients qui eux étaient souvent étaient d'accord pour expérimenter. Et puis du coup la prod, parce qu'en fait la façon de produire, eh bien, elle change aussi. Quand on commence à questionner l'usage réel des documents imprimés, finalement, on s'est rendu compte que mes gars à l'atelier, mon frère, l'équipe qui est à l'atelier, l'équipe qui est à la compta, elle voit des choses que le commercial ne voit pas. Et donc en fait, et ce sont des choses intéressantes. Par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple au hasard, mais si j'ai un client qui me dit, voilà, je vais consommer 2000 exemplaires, j'ai l'intention de consommer 2000 exemplaires, que sa première commande elle est à 1800, il y a un truc qui cloche. Et moi je le voyais pas, en tant que commercial, je le voyais pas tout le temps. Par contre, à la prod, il le voyait. Et donc il suffisait qu'il décroche le téléphone pour me dire, tiens, j'ai une commande de 1800. Est-ce que ça te paraît normal ou pas? Ça, dans un process d'imprimerie traditionnelle, la question ne se pose jamais. Et en fait, on se rend compte que chacun a plein de petits indicateurs qui, mis en commun, ont vraiment beaucoup de sens par rapport au client. À la compta, c'est pareil, on dit tiens, j'ai ce client-là qui a du mal à payer, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, j'ai ce client-là qui revient très régulièrement, est-ce que tu es sûr que ce qu'on lui a proposé, c'est vraiment adapté? Et donc en fait, la façon de produire, les indicateurs qu'on avait traditionnels dans l'imprimerie se sont trouvés inopérants. Comment est-ce que... Et en fait, on s'est même rendu compte qu'on ne pouvait pas vraiment mettre d'indicateurs. Par contre, il fallait tout le temps mettre en discussion le travail qui avait été fait dans la journée ou qui avait été fait, le travail qui sera fait le lendemain. Et donc en fait, on a créé des espaces d'échange. C'est pas très long, un quart d'heure, 20 minutes, parfois le matin, simplement, où on débriefait ce qu'on avait fait la veille, qu'on se passait toutes les infos qu'on avait. Et en fait, toujours dans le même objectif, celui d'essayer de rendre le plus utile les projets d'impression de nos clients. Est-ce que tu peux nous parler finalement des résultats de cette réflexion, je dirais, de cette transformation pour Flexing Oui. Et peut-être une comparaison entre l'avant et l'après. Enfin, finalement, ce que tu as vécu avec l'imprimerie familiale et ensuite ce que tu as pu vivre. Par rapport à mon métier d'imprimeur d'avant, ou de commercial, traditionnel, il y avait un certain confort. C'est-à-dire que finalement, on allait chez les clients, ils étaient prêts à acheter quelque chose, nous, on était équipés pour l'acheter, et il n'y avait pas tellement de discussion. Je vendais combien de fois je suis revenu de la région parisienne avec 5, 6, 7, 8 millions de flyers de commandes. Ça marchait bien, finalement, quand on y pense. Si on regarde que la partie commerciale, les parties chiffre d'affaires, ça marchait bien. Sauf que ça déconne sur tout le reste. Mais on ne le regarde pas, on regarde que les indicateurs qui nous intéressent. Il y avait un côté facile, même si je ne reviens pas sur tout le reste. Sur la partie des impacts et écologiques et sociétaux qui vont derrière ça. Ce côté-là, on l'a complètement perdu au moment où on est passé chez Flexing. C'est-à-dire que toutes les démarches commerciales étaient compliquées, étaient difficiles à mettre en œuvre. Il fallait... c'était à la fois long, le chiffre augmentait pas assez vite. Et donc il y a eu un moment où ça a vraiment été compliqué. Et si je dois, tu vois, d'un côté, on produisait beaucoup mieux, il y avait beaucoup plus de sens, mais on percutait commercialement, des difficultés qui étaient un peu trop fortes. Et donc, il y a des fois des tendances où je me disais, mais pourquoi on ne fait pas comme avant, quoi. Et en fait, je me refusais à ça. Et à la fin, donc, on a créé quand même un système dans lequel il y a des repères. J'ai des outils commerciaux que je suis capable de mettre à disposition de mes clients très très vite, en disant, mais si tu veux, on ouvre un projet d'impression, ça coûte tant. Ton prix unitaire c'est tant, et on voit, je t'accompagne sur le long terme, et l'accompagnement ça coûte tant pour le démarrage. Et donc en fait j'ai recréé des repères et pour moi et pour mes clients
qui nous permettent d'engager très très vite la relation. Il se passe deux choses, si je compare la toute fin et puis mon ancien métier. On a réussi à recréer un système qui nous permet d'engager nos clients très vite, avec une grosse différence. Il y a tout de suite de la relation de confiance qui se crée, c'est-à-dire dans la première heure, il y a des éléments qu'on met en place en disant, eh bien, tu imprimes par exemple sans engagement de quantité, on se met d'accord sur les objectifs principaux, on se met d'accord sur les budgets, et ben, ça détend tout de suite les acheteurs et ça les fait se projeter assez facilement dans une relation plus de confiance. Et en fait, on sort un peu du marché concurrentiel ou ultra concurrentiel de l'imprimerie. En disant, en fait, on arrive très très vite à capter des clients à nos concurrents finalement. Et donc, ce système-là, le système actuel, il est vraiment incroyable de ce point de vue-là. Et c'est ça qui a réellement changé. Et ça a beaucoup de sens. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup de sens. Et on est capable maintenant, assez vite, avec des clients, de commencer à trouver du sens dans nos actions, dans notre métier, qu'on n'était pas du tout capable de faire avant. On a retrouvé un confort, plus qu'un confort, des avantages concurrentiels très forts. Qu'est-ce qui a changé pour toi et ton entourage ? En tout cas pour moi et ma famille, du coup je vais me projeter là-dessus en premier. Déjà, en fait, on a changé notre façon d'acheter. C'est bête, hein, mais quand j'ai créé FlexInc, en parallèle de ça, sans qu'on l'ait vraiment décidé, avec Élise, on a commencé à se questionner nous-mêmes sur qu'est-ce qu'on achète, quoi. Ouais. Pourquoi on est en train d'acheter ça, comment on peut faire mieux. Et on s'est retrouvé à beaucoup questionner ça. Et donc, on a questionné pas mal notre façon d'acheter. Alors, des trucs tout bêtes, hein, mais... Alors ça date, hein, mais c'était pourquoi on achète des bouteilles d'eau. En fait, c'est con. Pourquoi on achète tant de plastique? Pourquoi est-ce qu'on va au champ plutôt que d'aller chez les producteurs locaux? On a fait tout un tas de changements. C'est un travail, ça nous a pris presque 2 ans. Et on a changé notre façon d'acheter et notre façon de consommer. Mais consommer tout, hein, des vacances, consommer enfin tout. Donc ça a été aussi un changement profond pour nous, personnel. Ouais. Qui n'était pas... En fait, souvent on s'adresse aux imaginaires en disant je suis perçu comme un écolo, par exemple. Mais moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Ça a été une conséquence de dire, effectivement, j'ai pris conscience aussi des enjeux écologiques, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je ne suis pas parti en me disant, moi, j'étais pas écolo avant. C'est après, quand j'ai commencé à travailler, que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des aberrations. Mais je ne l'avais pas fait pour ça. Donc ça a été un des changements principaux. Et dans mon métier, il y a un autre changement, j'ai été beaucoup mis en avant. Et c'est vraiment étrange de se retrouver en tant que dirigeant, propulsé presque comme porte-drapeau en fait, ou modèle. C'était assez compliqué au départ à gérer, parce que j'avais l'impression d'être un imposteur. J'ai toujours un peu d'ailleurs ce système, cette impression. En disant, je vois bien, il y en a d'autres au Club Noé ou d'autres entrepreneurs qui font beaucoup de choses et qui sont un peu moins mis en avant. C'est les 2 choses qui ont changé. Puis la dernière, c'est quand même c'est l'apaisement. Il faut savoir ce que c'est de passer la porte d'un atelier et de se dire ouais, je sais que je suis au bon endroit. De discuter avec un client qui nous dit là, on a fait 70% d'économie depuis 6 mois. Et de se dire, ok, alors, ces 70% d'économie, c'est quoi? C'est économie de papier, économie d'électricité, économie de trésorerie pour lui. Et ensuite, de discuter avec lui, de dire, mais est-ce que les objectifs que tu t'étais fixés sur ton catalogue, ils sont remplis? Et d'être capable de mesurer, de dire, effectivement, oui, on a atteint tel objectif. Et de se dire qu'on a réussi à le faire en mettant du sens et en étant... socialement et environnementalement pertinent. Enfin, faut aller se coucher avec ça, c'est hyper sympa. Comment tu définirais, avec des mots simples, cette philosophie finalement, ce nouveau modèle? J'ai une croyance, c'est qu'on est intelligents tous.
tu vois, on a une sorte d'idée qui est de dire mais non, mais la nature est comme ça, la nature est concurrentielle, la nature est... Bah, j'y crois pas du tout. Je crois que c'est ça un des problèmes d'ailleurs. Et la façon dont on travaille dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est de mettre chacun l'intelligence au service de l'autre. Et ensemble d'être moins con, en fait, c'est tout bête, hein, et d'être assez imaginatif pour construire avec les clients et avec les gens avec qui on vit, en fait, des façons de produire et de vivre plus durables, plus soutenables et épanouissantes. Qu'est-ce que tu conseillerais à d'autres entrepreneurs qui n'ont pas passé cette étape de transformation ou cette étape de réflexion? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je leur conseillerais rien du tout, mais absolument rien. Par contre, je les mettrais en garde. Le modèle actuel est déconnant. Il y a qu'à lever les yeux pour regarder. Ouais. C'est simple. Moi, ce que je leur dis, c'est vous êtes responsable. À un moment donné, c'est votre métier d'aller vous poser la question de quels sont les impacts de vos activités. L'entrepreneur qui ne fait pas ça, à mes yeux, est responsable des dégâts qu'il produit. Je suis peut-être le seul à penser ça maintenant, mais je pense que dans 10 ans, la question se posera autrement. Donc moi, je leur dirais, dépêchez-vous. J'ai pas de conseil à donner, c'est juste, il suffit de regarder les constats et bouger. Est-ce que tu as d'autres messages à faire passer pendant cet entretien? Oui, j'en ai plusieurs. Pourquoi il n'y a que des entreprises? En fait, quand on commence à regarder simplement en dehors de la relation marchande, on se rend compte qu'il y a des enjeux qui sont traités par les entreprises qui dépassent de loin la simple économie. Et donc il y a des enjeux des enjeux territoriaux, c'est-à-dire des enjeux environnementaux, il y a des enjeux sociétaux, il y a des enjeux politiques. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux. On ne peut pas, nous, seuls entrepreneurs, les porter. Comment est-ce qu'on fait pour réinventer un modèle où l'entreprise et le service public, ou la collectivité, ou l'administration ne sont pas dans des silos complètement séparés? Comment on fait pour retravailler ensemble? J'ouvre la porte en disant, mais venez travailler avec nous, venez, on discute de la façon dont vous faites vos appels d'offres, on discute de quel est l'intérêt d'avoir une entreprise vertueuse sur un territoire, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Un des sujets qui m'intéresse le plus ces derniers temps, c'est un sujet j'ai mis de côté chez Flexink au début, je me rends compte que j'aurais pas dû. En tout cas, il y a plein d'enjeux qu'on ne peut pas traiter seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tu vas te tourner plus vers le territoire et rentrer dans cette approche d'écosystème coopératif territorial, finalement, qui se passe un changement de modèle, en tout cas pour un territoire, c'est ça, hein, c'est de créer le lien territoire, entreprise et même aussi, finalement, habitant. Ouais. C'est de rentrer dans cette approche territoriale, finalement. Pour moi, elle est nécessaire, parce que c'est quand même intéressant de se dire les politiques, politiquement, alors quand je dis les politiques, je pense pas spécialement aux hommes politiques ou aux partis, je parle juste à toute la partie institutionnelle qui gère une partie de la vie des citoyens, se posent des questions et ne savent pas comment faire pour changer de modèle finalement. Oui, on ne sait pas, parce que c'est simplement pas possible à imaginer seul. Donc c'est plutôt de dire, on se met autour de la table et on discute. Et certainement que personne s'est dit, tiens, j'ai une imprimerie qui peut potentiellement faire du bien à mon territoire. Jusqu'à maintenant, une imprimerie, c'est quelqu'un qui coupe des arbres et qui consomme des ressources. Techniquement, c'est plutôt un ennemi politiquement, des écolos par exemple, ou c'est plutôt quelque chose qui va être néfaste pour le territoire. Si on se met autour de la table, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble et que l'imprimerie Flexink en particulier, peut participer à certains projets. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire ensemble, à condition, qu'on ne les ait pas décidées avant, parce que c'est souvent le cas. On crée, les administrations créent souvent des cadres, en disant, tiens, on va créer, je ne sais pas moi, tel dispositif, on va faire rentrer les entreprises dans ce dispositif, et puis ça va résoudre le problème. C'est des choses qui ont été pensées à l'avance, sans coopération, sans discussion, j'y crois pas du tout. Par contre, la discussion autour de projets
que ce soit des projets qui émanent du territoire, des administrations ou des entreprises, là ça a vraiment du sens. Ce que tu es en train de dire quelque part, c'est que la résilience au niveau d'un territoire, on n'arrivera à l'atteindre que par la mise en commun des discussions et la coopération finalement des acteurs. C'est le seul moyen. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. On va parler de ressources immatérielles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire finalement ? À l'inverse de ce que je t'ai dit au tout début, c'est finalement tout ce qui compte, c'est ce qui ne se compte pas. c'est une phrase bateau, toute faite, mais elle est vraiment intéressante. Par exemple, comment on fait pour capter plus de clients ? C'est marrant, tiens, on peut compter les clients, donc ça c'est intéressant. Eh bien, en créant plus de confiance. La confiance, ça ne se compte pas. Ça se compte pas. Par contre, si moi je crée de la confiance avec un premier client, d'abord il va rester. Et c'est un des sujets. Faudrait interroger mes clients et au lieu de nous croire sur parole, mais aller voir si les clients ont confiance en nous, je pense que oui. Et la première preuve, c'est qu'ils vont en parler autour d'eux. Et ils vont dire, tiens, moi je bosse avec FlexSync, va regarder ce qu'il fait, c'est assez intéressant. On a créé des indicateurs de performance personnalisés, ça me plaît bien. Regarde, on a consommé tant en moins. Et donc en fait, la confiance, elle va commencer à, par le biais de bouche à oreille ou de recommandations, à créer plus de clients. Eh bien, le problème principal, c'est que si moi demain, je vais voir un banquier et je lui dis, voilà, j'ai un plan d'investissement hyper intéressant. Je veux investir, par exemple, 30 000 € dans de la formation avec mes équipes et mes clients pour créer de la confiance. Il va rigoler. N'empêche que c'est, à mon avis, ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour que la confiance soit un indicateur stratégique de base. Ça ne se compte pas. Mais par contre, on peut mettre des sortes de preuves qui vont nous permettre de savoir si oui ou non on fait bien notre travail. C'est par exemple, est-ce que j'ai un taux de fidélité intéressant ? Est-ce que les clients me donnent des informations qu'ils ne donneraient pas à mes concurrents ? Alors ça, on peut difficilement le dire, mais quand même, on commence à avoir des choses. Est-ce qu'ils sont totalement sincères ? Et en fait, il y a quelques repères qu'on va pouvoir poser, mais qu'on ne va pas pouvoir compter ni définir à l'avance. La confiance qu'on va avoir, toi et moi par exemple, va être différente de celle avec un autre client ou avec une autre administration. Et en fait, c'est ça l'immatériel, et c'est ça, à mon avis, le sens. C'est ça qui donne le sens au travail, et c'est un truc de magique. C'est d'abord que investir dans l'immatériel, donc là j'ai pris l'exemple de la confiance, mais ça marche aussi avec de la compétence. Investir dans ces parties-là, ça ne prend rien en ressources physiques. C'est quand même bien, et plus on investit, plus elle se multiplie. Si je donne de la confiance à mon client, c'est-à-dire si je lui transfère, en fait elle se multiplie par 2. Moi je l'ai toujours, et lui il l'a aussi. C'est complètement l'inverse du côté matériel. Si je lui donne un document, lui il a le document et moi je ne l'ai plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et même il la transmet aussi à d'autres. Voilà. C'est-à-dire qu'il va parler de toi, ça se multiplie. en fait, finalement, à d'autres clients potentiels pour toi. Ouais. Et ça commence tu vois, si tu tires ce fil-là, on peut commencer à comprendre comment des investissements dans l'immatériel vont permettre, moi je te dirais pas croissance, mais de pérenniser des entreprises tout en diminuant leurs impacts. C'est simplement en travaillant ces sujets-là. Et donc il y a des sujets majeurs. Il y a la confiance, on est bien d'accord. Il y a les compétences, parce que on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que finalement, toute la compétence, elle est chez les personnes qui travaillent avec nous, mais elle est aussi chez nos clients, elle est aussi chez nos fournisseurs. Et en fait, travailler à rendre plus compétents ses clients, mais c'est quelque chose qui fait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise. Si mon client est plus compétent dans sa façon de travailler son projet d'impression, alors moi je vais être plus efficace. Et moi aussi je vais être plus compétent. Et donc on va être plus performant. Voilà. Mais ça marche pour la santé. C'est exactement la même chose. C'est comment est-ce que je fais en sorte pour que la santé de mes collaborateurs soit un sujet réel de stratégie et d'investissement. Ce qui est quasi impossible dans un monde industriel, puisque l'un et l'autre sont plutôt en concurrence. Et donc, la santé, ça doit être aussi un sujet d'investissement. C'est quand même assez simple à comprendre que plus mes équipes, plus mes clients
plus mes fournisseurs sont en bonne santé, plus on est efficace. Tout ça, c'est quand même fou. Mais allez voir un banquier et dites voilà, j'ai un plan d'investissement. Je veux que mes clients aient confiance en moi, qu'ils soient plus compétents et qu'ils soient en bonne santé. Vous me dire ok, quel rapport avec ton métier, tu vois. Donc, pour moi, il y a un vrai sujet de développement. Par contre, tu vois, si on se projette dans l'imaginaire, on se dit tiens, si les entreprises étaient capables de prendre en jeu cette confiance, la compétence, la santé, il y a d'autres sujets. Ces trois-là me viennent à l'esprit, mais il y en a certainement d'autres. La pertinence, par exemple. Et de se dire, si les entreprises étaient capables de faire ça avec l'écosystème qui les entoure, est-ce qu'on vivrait dans un monde meilleur ? J'ai envie de dire, projetez-vous et donnez-moi la réponse. Alors, justement, tu nous parles de monde meilleur. Oui. On terminera peut-être par ça. Est-ce que finalement, tu penses que c'est la bonne façon, le bon modèle, quelque part, alors même si on ne peut pas parler de modèle, mais plus de démarche ou de philosophie. Est-ce que tu penses que c'est la bonne philosophie pour aborder le monde qui nous attend finalement, le monde de demain, où les ressources seront moindres, où on aura peut-être probablement plus de difficultés et où on devra être finalement plus responsable par rapport à la planète, par rapport à ce qui nous entoure ? 4 raisons de te dire que ça va être merdique. Le réchauffement climatique, c'est un des sujets. La raréfaction des ressources, c'est un des sujets. Les tensions politiques, c'est un des sujets. Et l'augmentation des inégalités, par exemple. Donc, si moi, tu me demandes de me projeter dans ce monde-là, j'ai juste pas envie d'y aller. Tu vois. Je me dis... Et en plus, c'est des choses qui ça prend, c'est trop... Est-ce que moi, je peux te dire... je vais te proposer... je veux faire en sorte qu'il y ait un monde meilleur. Je sais pas. En fait, je peux pas. Par contre, je peux te dire une chose, c'est que moi, je veux essayer dès maintenant à ce que mon demain et le demain de mes enfants soit un tout petit peu mieux. Et pas que de mes enfants, des gens qui travaillent avec moi, mon demain ou mon aujourd'hui, en fait. Et si c'est ça votre sujet, je sais pas ce que ça va donner demain, mais si c'est le sujet, c'est vous voulez aujourd'hui commencer à travailler autrement, alors oui, c'est un sujet intéressant. Alors oui, mettez-vous au boulot, rejoignez-nous, que ce soit dans les clubs locaux, que ce soit au sein du CJD, que ce soit en me passant un coup de fil, j'en sais rien, mais plus on sera nombreux à tenter de faire autrement, plus on a de chances de réussir. Je ne sais pas si c'est le bon modèle, mais en tout cas, je sais que c'est extrêmement intéressant à essayer aujourd'hui. Est-ce que tu as autre chose à nous dire ? J'ai une question, c'est de quoi vous avez peur ? Enfin, pourquoi on ne bouge pas ? J'ai envie de poser cette question-là aux entrepreneurs qui sont là, mais essentiellement, pour le coup, là, en tant que dirigeant, je vois bien les gens qui hésitent, qui se disent « Non, c'est pas possible, je peux pas changer, moi, mon métier, c'est ça. » Mais vous avez peur de quoi ? Au pire, ça marche. Dans le pire des cas. Et si ça marche pas, si nous, on se trompe, si moi, je me trompe, et que finalement, tout ce dont on a parlé, ça n'a pas de sens, on aura perdu 3-4 mois. Rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas déjà tous ? Il y a peut-être un manque de conscience, comme tu le disais au départ, du modèle dans lequel on est. Et moi, je crois profondément en ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être une montée en conscience, tu vois, de la population sur ce mode de production et de consommation dans lequel on est. C'est ce que tu expliques avec l'impression, avec la pomme de terre. C'est que finalement, on ne se rend pas compte du système dans lequel on est. On n'a pas conscience de ça parce que, en fait, on est né dedans. On suit le chemin en fait, qu'on nous a tracé. Et c'est parce que toi, tu t'es posé à un moment donné la question, tu vois, de cette productivité, de ce système en fait, de travail dans ton entreprise et que tu as vécu finalement des limites, que tu as pris de la hauteur par rapport en fait, au modèle actuel qu'on a, en se disant, mais finalement, moi, ma question aussi, c'est est-ce qu'on ne doit pas monter en conscience la population sur sa façon de consommer pour justement aussi mettre en raccord la production et la consommation, tu vois. Je vais revenir sur un sujet. Tu dis que j'ai pris de la hauteur.
Moi, je dis que j'ai pris un mur. C'est pas la même chose. Hein. C'est juste que j'ai pris le mur avant les autres. Je suis pas le premier à l'avoir pris, mais on va le prendre. Hein. Je suis convaincu qu'avec ce système de production, toutes les entreprises vont le prendre. Je vais prendre un exemple simple. Hein. Le modèle économique de toutes les industries sont basés sur la consommation énergétique. D'accord ? Le gaz, le pétrole, le bois, tout ce que tu veux, l'eau. D'accord ? On a une chose dont on est certain, c'est que toutes ces ressources se raréfient. Elles vont devenir plus chères. Techniquement, le mur arrive. C'est celui-là qui arrivera à mon avis en premier, avant même celui du réchauffement climatique et avant même celui d'éventuelles tensions géopolitiques. Donc celui-là déjà il arrive assez vite. On le voit arriver là tout de suite. Donc il y a cette idée de voilà, pas forcément, j'ai pas fait exprès de prendre de la hauteur. Après, je pense qu'il y a une chose sur laquelle tu dis qu'il faut que les gens aient conscience. Moi, je crois qu'ils ont conscience. Ça fait 20 ans que le GIEC crée des rapports. Ça fait des dizaines d'années qu'on entend parler de délocalisation, d'augmentation des inégalités. Moi, je crois qu'on en a tous conscience. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est on est un peu tétanisé et on ne sait pas quoi faire. En fait, c'est ça, moi, que j'ai envie de travailler, c'est de dire, ben oui, on ne sait pas quoi faire, mais on sait tous qu'il faut bouger. Et donc, on a des gens qui sont prêts à réfléchir ensemble et à travailler ensemble. Et bien, faisons-le. Et en fait, tu vois, c'est pas simplement... Parce que quand tu dis, il faut que les gens prennent conscience, on a l'impression de se dire, parce qu'ils auront pris conscience, ils vont bouger. C'est plus... Pas tout à fait sûr. Prendre conscience du modèle dans lequel on est. Ça, par contre, c'est intéressant. Prendre conscience du modèle productiviste. Parce que même moi, j'avais pas conscience de ça il y a quelques années. Et à partir du moment où tu prends conscience, alors certes, des problématiques dont tu parles, c'est vrai, je pense que tout le monde, en fait, a conscience des inégalités, du réchauffement climatique, de toutes ces tensions, en fait, qu'on est en train de vivre. Mais finalement, quand tu n'as pas pris conscience du modèle productiviste dans lequel on est, finalement, tu restes tétanisé. Alors que peut-être quand tu prends conscience du modèle productiviste, là tu te dis, finalement c'est peut-être ça le cœur du problème, et c'est peut-être ça qu'il faut aller changer pour avoir des changements encore plus globaux finalement en termes de résultats sur la société. Oui, tu as bien raison. Et ça, je pense que la population n'a probablement peut-être pas conscience du modèle productiviste parce qu'on est dedans et qu'on ne le voit pas. Et que finalement, tu te heurtes à de moins en moins de marge, plus de stress au travail. Enfin, c'est par toutes ces limites que finalement... et les gens ne comprennent pas encore que finalement, le cœur du problème, c'est peut-être ce modèle productiviste qu'il faut peut-être changer ou en tout cas déplacer pour le rendre pérenne avec les problématiques qu'on va vivre. En fait, tu mets, je crois, le bon mot, c'est le rendre pérenne. Rendre quelque chose de pérenne, c'est pas le supprimer, tu vois. On a aussi peur des fois en disant « Ah oui, mais non, mais on va revenir à l'âge de pierre ». Et non, on n'a pas du tout envie de ça, personne n'a envie de ça. Moi, le premier. Et donc, c'est comment on fait pour le rendre pérenne. Et tu as raison dans cette façon de présenter les choses, c'est de dire on est un peu tétanisé. Enfin, on ne sait pas par où commencer, mais déjà, si on se fixait cet objectif-là, de dire mais on ne retourne pas en arrière, on essaie juste d'aller travailler, de voir si on peut pérenniser à 5 ans. Ce serait déjà quelque chose de fait. Si tout le monde pouvait se rendre compte, tous, alors pour le coup on travaille quasiment tous, que ce soit, quand je dis pas que les salariés, en fait, les chômeurs d'un certain point produisent une forme de travail. Les mères, les mères au foyer produisent une forme de travail, enfin, on produit tous du travail. C'est juste comment est-ce qu'on se met ensemble pour rediscuter de la façon dont on produit les choses, la façon comment on discute de ce qui a de la valeur et comment on discute de ce qu'on va en faire de cette valeur créée. Ça, c'est pérennisé, c'est vraiment intéressant. Voilà, effectivement, la lecture du modèle économique, elle pourra peut-être permettre de se rendre compte de ça. Julien, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine interview avec un acteur engagé dans ce nouveau modèle économique. À bientôt. À bientôt, merci.